Bonsoir, citoyens, citoyennes de l'Anse Saint-Jean. Bienvenue à cette présentation, consultation de l'ébauche du plan d'adaptation au changement climatique. En entrant de jeu, j'inviterai M. le maire à nous faire l'introduction de la présentation de ce soir. M. le maire est avec nous. Je vous laisse parler, M. le maire, allez-y. Merci. Alors, bonsoir à tous. En octobre dernier, le conseil municipal s'engageait dans une démarche de réaliser un plan d'adaptation au changement climatique pour la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Cette décision fut prise en regard aux impacts négatifs que représentent les changements climatiques sur la population et les services municipaux. Aujourd'hui, et plus que jamais, nous sommes en situation de voir et de mesurer les conséquences de ces changements au quotidien et d'en prévoir les conséquences à long terme. Afin d'en diminuer les effets sur les services, les actifs municipaux et la population, nous avons travaillé à trouver des solutions ou des options d'adaptation. Ce long processus, actuellement en terminaison, nous amène à vous présenter aujourd'hui l'ébauche du plan afin que vous puissiez en prendre connaissance et que nous soyons en mesure de répondre à vos interrogations. Nous sommes conscients que sa mise en œuvre sera un travail de longue haleine et d'efforts d'investissement. Cependant, nous gardons espoir que ce geste conduira notre collectivité à développer une plus grande résilience, et ce pour le mieux-être des citoyens et des générations à venir. Merci. Merci, M. le maire. Donc, je vais poursuivre la présentation. Je sais qu'on a quand même des possibilités d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur de la municipalité. Fait que je leur souhaite également le bienvenue. Donc, je vais me positionner pour vous faire la présentation. Ça devrait apparaître très bientôt. Bon. J'espère de m'en tirer dans à peu près 40 minutes. Là. Je vous suggère de poser vos questions au fur et à mesure de la présentation parce qu'à la fin, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous, là, considérant les plusieurs pages qu'on va présenter. Donc, j'y vais. Au niveau du plan de présentation, le mot de bienvenue, on a le contexte de la démarche que je vais vous présenter un peu. On part d'où pour en arriver où ce qu'on en est aujourd'hui. On va surtout se pencher sur l'ébauche du plan. Les suites de la démarche après l'ébauche, qu'est-ce qui se passe? On va avoir aussi un petit résumé du sondage en ligne qu'on a proposé de remplir aux citoyens, là, qui est en ligne depuis environ une dizaine de jours. Puis à la fin, on va quand même se garder une petite période de questions si des gens ont des questions supplémentaires. Bon, au niveau du contexte de la démarche, écoutez, c'est quand même, ça demandait un effort collectif, comme disait en entrée de jeu M. le maire tout à l'heure, c'est que ça demandait un effort de beaucoup d'organisations, de citoyens, en fait, la société a participé, là, on le voit vous voyez le petit logo, on voit que le plan d'adaptation est réalisé par l'effort des contributions des citoyens, les élus, il y en a un comité aviseur et scientifique. On a des partenaires financiers également qui se sont greffés à nous, ainsi que les employés municipaux. C'est le travail de tout ce monde qui fait la réussite, là, en tout cas, au moins la possibilité d'avoir l'ébauche qu'on va vous présenter. Pour ce qui est là, du contexte, je vais vous présenter, je vous suggère d'écouter le petit vidéo en ligne qui va résumer la démarche là, du processus du plan d'adaptation. C'est 4-5 minutes, je vous invite à écouter. Bonjour, je m'appelle Lise et je suis mairesse de ma ville. La semaine dernière, j'ai participé à une table ronde des maires sur les changements climatiques. Saviez-vous que le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde? Un climat plus chaud se traduit par des conditions climatiques plus intenses et extrêmes, un phénomène que nous remarquons déjà à ma ville. Et voici ce que d'autres maires ont rapporté.
Dans les collectivités côtières, l'élévation du niveau de la mer et les dommages causés par les tempêtes sont souvent les répercussions les plus importantes des changements climatiques. Dans les collectivités nordiques, c'est la dégradation du pergélisol qui est de plus en plus fréquemment constatée. Dans les centres urbains, l'été peut s'accompagner de fortes vagues de chaleur et de pénurie d'eau. Les mois d'hiver, d'une présence accrue de glace, et le printemps, d'importantes inondations. Dans les collectivités rurales et de l'intérieur, les étés peuvent être plus longs et plus secs et les hivers plus chauds et plus humides. Les changements climatiques représentent sans doute un problème mondial, mais c'est souvent nous, les municipalités, qui sommes les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Pour la 2e année consécutive, ma ville a connu d'importantes inondations. Cette situation a fait payer un lourd tribut aux résidents et aux entreprises locales. À mesure que de tels événements deviennent plus courants, je suis préoccupée par les enjeux liés à la sécurité publique, à la protection des biens et aux perturbations de l'économie locale. Comment améliorer notre résilience? La lutte contre les changements climatiques est une priorité absolue pour ma ville. Le climat a des répercussions sur pratiquement tout ce qui concerne la façon dont nous concevons et construisons nos villes, de même que la façon dont nous y vivons. Les infrastructures de ma ville constituent la base sur laquelle nous offrons ces services. Les tempêtes plus violentes, les inondations et d'autres événements imprévus ont mis à rude épreuve la capacité de nos infrastructures qui n'ont pas été conçues en fonction de ces événements. Tandis que nous renouvelons nos infrastructures, c'est le moment idéal pour faire de grands pas vers le renforcement de notre résilience. Nous nous engageons dans la planification de la gestion des actifs afin d'adopter une approche plus stratégique quant à la façon dont nous offrons nos services. Nous intégrons les changements climatiques dans notre processus décisionnel en utilisant un cadre en 4 étapes: la détection, l'évaluation, la hiérarchisation et la gestion. Nous avons ciblé les principaux risques liés au changement climatique pour ma ville, ainsi que les infrastructures et les services les plus vulnérables. Cette démarche nous orientera dans notre adaptation et notre réaction aux effets des changements climatiques. Nous avons évalué les risques climatiques pour notre collectivité et nous savons quels sont nos points les plus vulnérables. Nous commençons à comprendre notre capacité à fournir des services de manière durable. Nous ne disposons ni du personnel ni des ressources financières nécessaires pour combler toutes nos lacunes d'un seul coup ou pour résoudre tous les risques auxquels ma ville pourrait être exposée. Nous parlons aux résidents du coût de la prestation des services et nous cherchons à comprendre leurs besoins et leurs priorités. Nous voulons prendre des décisions stratégiques sur la marche à suivre pour équilibrer le coût de la prestation des services, les niveaux de services que nous offrons et les risques potentiels dans l'immédiat et à long terme. Les meilleures solutions passeront par des décisions difficiles et pourraient nécessiter plusieurs actions complémentaires au cours des 5 à 50 prochaines années. Notre approche est une stratégie d'amélioration continue qui consiste à prendre des initiatives mesurées dès maintenant, à apprendre ce qui fonctionne pour nous et à faire évoluer notre programme dans le but d'atteindre nos objectifs à long terme. En évaluant et en gérant les risques et les niveaux de service du point de vue des changements climatiques, nous sommes maintenant en mesure de poser les actions suivantes. Veiller à ce que les services les plus essentiels à la collectivité soient accessibles à l'avenir en cas de besoin. Éviter de dépenser les fonds publics pour des choses qui ne seront pas rentables à long terme. Expliquer clairement ce à quoi les membres de la collectivité peuvent s'attendre ou non de la municipalité. Prendre des décisions sur la façon de dépenser les fonds publics en se fondant sur des données probantes et sur une évaluation financière à long terme. Le Conseil s'engage à déployer des efforts pour se préparer et intervenir en prévision de notre avenir changeant. En tant que mairesse de ma ville, je veux laisser derrière moi un héritage de résilience communautaire. Je me concentre sur la façon dont ma ville peut prendre des décisions qui répondent à nos besoins à court et à long terme. Comment votre municipalité intègre-t-elle les changements climatiques dans ses pratiques de gestion des actifs et son processus décisionnel? Voilà pour la présentation. En fait, on voit bien ici là, que c'est quand même un sujet assez complexe. Ça demande quand même beaucoup d'intervention.
Mais par contre, il y a beaucoup d'avantages à retirer là, d'une démarche comme celle-là. On les voit ici là, dans la page que je vous invite à lire. En fait, cette démarche-là nous offre beaucoup d'avantages au niveau de rehaussement de la résilience de la municipalité puis des populations. Ça nous offre aussi des opportunités au niveau des appuis financiers des divers paliers gouvernementaux parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ont débuté là et qui vont être mis en force prochainement, spécialement sur les changements climatiques. Puis en considérant qu'on est sur la première ligne, ben on a des opportunités là, pour les municipalités qui ont l'initiative. Ça nous permet aussi d'acquérir des nouveaux outils de gestion des actifs. On va le voir un petit peu plus loin en détail. On va avoir nécessairement des gains budgétaires à moyen et à long terme. C'est sûr, quand on planifie, une meilleure planification égale les économies. Ça va aider également au maintien, puis à l'amélioration des services, puis surtout la pérennité des actifs municipaux. C'est les avantages qu'on en retire. Bon, là, on va parler de l'ébauche du plan. On va tomber dans le sujet là, le plus important ce soir. En fait, la manière qu'on s'est pris pour réaliser le plan. Comme vous l'avez vu un peu dans la vidéo tantôt, il y a un processus d'analyse qui doit être fait là, tout au long du cheminement. On va le voir ici en résumé, c'est qu'il y a une partie, la première partie, en fait, c'est d'apprécier les risques. Là. Cette partie-là est importante au niveau d'identification des menaces. Ça nous permet après ça de faire une analyse des risques là, par rapport aux actifs, puis l'évaluer également, les impacts. On a une partie du traitement qui est en deuxième lieu. En fait, là, on va, suite à l'analyse de risque, on va être capable de dire, bon, OK, sur notre territoire, on a certains éléments qui ont des impacts sur nos actifs. Quelles mesures doit-on mettre en place justement pour essayer de contrer ces menaces-là? Fait que c'est un traitement des risques qu'on fait en second lieu. Et puis, tout ça, c'est sûr que ça demande un suivi, ça demande des rencontres, ça demande des consultations, dont celle de ce soir. On a des comités aussi qui sont greffés à ça. Ça fait que c'est un processus qui est quand même utilisé au niveau du ministère de la Sécurité publique, surtout en analyse des risques là, au niveau des plans de mesures d'urgence. On voit ici là, que la démarche est quand même élargie. Là, on parle de démarche d'acceptabilité sociale qui devient la base, une plaque tournante là, pour la démarche. Ça prend nécessairement l'acceptabilité des employés, des citoyens puis des élus municipaux. On le voit ici qu'on a eu beaucoup de rencontres, de séances. Là. On voit qu'au niveau des employés, il y a eu des séances d'information. On a eu également des formations là, sur les outils de gestion. Il va y en avoir d'autres. Pour les citoyens, les séances d'information, dont celle de ce soir, consultation publique, c'est la deuxième. On a le sondage en ligne. Puis pour les élus municipaux, ben, ils ont eu des rencontres subséquentes également, là, dont aussi qui ont abouti à l'adoption du plan d'adaptation, de la politique d'adaptation au changement climatique, puis l'adoption du plan qui va se faire en temps normal en début décembre. Il y a deux comités qui viennent supporter ce monde-là. C'est que le comité technique, en fait, c'est des employés municipaux qui viennent, qui assurent le suivi là, du cheminement du dossier. On a des rencontres régulières pour émettre des idées, recentrer le processus là, de planification et tout ça. Puis le comité CASAC, qui est un comité externe, qui est un comité régional, on l'appelle le comité aviseur scientifique d'adaptation au changement climatique. En fait, il est composé là, de représentants de l'université, des chercheurs, on a des représentants des institutions MRC, on a des organismes communautaires comme l'organisme de bassin versant, le Conseil régional de l'environnement, la CEPAC. Ils sont plusieurs à se joindre à la table pour discuter justement des avancées puis nous faire des propositions et valider les principales étapes. Pour ce qui est d'analyse du risque, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus parce que c'est quand même assez complexe. Là, le travail est long surtout. C'est que pour vous démontrer un peu la manière qu'on s'est pris pour analyser les risques là, dans la municipalité, en fait, il y a trois éléments importants qu'il faut considérer. Là, si on regarde, par exemple, les probabilités que vous voyez dans le petit carré bleu, là, c'est les probabilités qu'un événement climatique comme une pluie diluvienne, un orage, une tempête arrive. Ça a été calculé selon des données qu'on a récoltées. Après ça, on ajoute à ça les conséquences que ces probabilités de météo-là vont avoir sur les actifs. Par exemple, si, mettons, une pluie diluvienne va avoir des impacts sur les fossés, sur les ponceaux, par exemple, on considère sur une échelle, on va le voir, là, regardez, on a des échelles de valeurs pour chacune des valeurs, des variantes. En fait, qu'au niveau de la probabilité, on les voit ici, je n'irai pas les énumérer, là, de 1 jusqu'à 5, peu probable à très probable.
on multiplie par les conséquences que cet événement météo-là a sur l'actif. Les conséquences au niveau physique, ça peut être l'intégrité, le fonctionnement, l'opération. Puis on rajoute à ça un élément qui est important pour la population, c'est le niveau de service. Ça affecte le niveau de service. On a des valeurs à l'échelle aussi pour déterminer des scores là, pour évaluer le risque. En fait, c'est un multiplicateur de ces trois éléments-là qui fait qu'on a le risque avec une donnée. Ça donne une valeur de risque avec un chiffré. Pour chaque valeur de risque, ça donne une priorité d'intervention de faible à très élevée. Fait que ça s'applique pour tous les éléments d'actifs qu'on a à la municipalité. On a pris l'inventaire, puis on a affecté ces priorités d'intervention-là. Si on regarde les résultats finaux, là, si on regroupe tous les éléments d'actifs qu'on a analysés, on a 3320 résultats de calcul de risque obtenus là, à partir des éléments là, qui composent la ville. En fait, c'est sûr qu'il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'événements météo, ça fait que ça se multiplie. Mettons un événement, mettons les ponceaux peuvent être affectés par la pluie, peuvent être affectés par une inondation. Il y a plusieurs éléments qui se multiplient. Fait que ça donne les résultats qu'on voit ici. Puis c'est des résultats, je pense, qui suivent une logique aussi. C'est que les éléments à risque les plus élevés, comme les très élevés, à 21, on a constaté 21 résultats très élevés. C'est normal qu'on n'ait pas trop d'actifs très élevés non plus. Ça suit une courbe logique, en fait. Ça veut dire que la majorité des actifs sont à faible risque. Fait que ça nous donne un aperçu là, de un peu l'inventaire de multiplicité puis les risques. Si on regarde maintenant des résultats, on a pris tous les actifs puis on a essayé de distribuer dans tous les éléments climatiques qu'on a inventoriés. C'est quoi les plus grandes vulnérabilités au niveau des actifs municipaux? On remarque là qu'on a des inondations. On a trois éléments, les inondations, les pluies diluviennes, puis les redoux qui reviennent très souvent. Je pense que c'est logique aussi. On est situé dans un bassin versant là, qui reçoit beaucoup d'eau. Fait que c'est sûr d'avance, on savait déjà que ces éléments-là, les événements météo impacteraient beaucoup les actifs municipaux. Fait que c'est les résultats que ça nous a donnés. Ça, on les voit tous, là, on a des inondations, pluies diluviennes, les redoux, les fontes hivernales, en fait, souvent c'est relié aux embarques. Les vagues de froid, les vents violents, puis feux de forêt, ça diminue. Neige abondante, l'élévation du niveau de ma mer qu'on a considéré parce de plus en plus on en parle. Puis là, les eaux de sécheresse jusqu'à la grêle. On va les voir plus en détail tout à l'heure. Je vous montre cette image-là parce qu'elle est importante dans l'analyse. Dans le fond, c'est les cartes qu'on utilise à la ville pour évaluer les zones à risque, pour cibler les zones à risque. En fait, vous voyez un schéma de couleurs. Là. Quand on voit les couleurs, par exemple, brun, c'est les zones à risque là, de mouvement de sol. Puis quand on voit les zones en bleu, c'est les zones inondables. Fait que ces éléments-là, dans l'analyse, ont été tenus pour compte. Fait que si on faisait, mettons, un élément qui était situé à un tel endroit, avec ce tableau-là, on était capable d'évaluer le niveau de risque avec l'historique qu'on avait cumulé également. Ça, c'est le même tableau, mais pour la zone riveraine du Saguenay. On voit ici là, qu'il y a des zones pointillées. Ça annonce déjà qu'il y a des risques au niveau de l'érosion de la côte. Pour l'ébauche du plan, à partir de cette analyse-là, on a pu maintenant commencer notre ébauche du plan. En fait, l'analyse nous a permis là, d'établir des priorités. On va le voir après cette page. Puis de déterminer les options d'adaptation pour chacun des actifs. En tout cas, les groupes d'actifs, on les verra pas en détail. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est que je vais vous expliquer un peu les entêtes. Comment est-ce qu'on s'en est pris pour partager là l'ébauche du plan? En fait, on a deux parties. On a une partie qu'on va élaborer ou on va visionner là, les options. En fait, les options d'adaptation, il y en a une soixantaine. On a tous les groupes, les catégories, les éléments, les composantes. Ça représente un peu les actifs. En fait, c'est comme une hiérarchie. On les a toutes numérotées. Puis, dans la colonne AC, c'est l'événement, l'aléa climatique. En fait, c'est l'événement climatique. On va voir les enjeux également. Les enjeux, en fait, c'est le préjudice qui est porté là à l'actif. Le préjudice ou bien les conséquences que ça a. Puis au niveau des options, ben c'est vraiment la solution que nous, on pense qui est la meilleure pour remédier ou bien pour diminuer ou atténuer l'impact du changement climatique. Dans la deuxième partie, on parle plus là, de la réalisation en tant que telle. On parle des charges financières rapidement. On va parler des priorités. On a 3 niveaux de priorité. C'est sûr qu'il y en a que ça va être immédiat. On parle plus des années 2021-22. Puis les autres, des interventions souhaitables ou des études qui vont s'échelonner sur plusieurs années.
L'échéancier municipalité, ben ça le dit, les délais que la municipalité va accorder, parce qu'il peut y avoir des priorités importantes, mais si la municipalité juge qu'au niveau financier, on n'est pas en mesure de le réaliser, ben ça peut jouer dans le moment de réalisation. On a le service qui, vous allez voir apparaître, le service attitré, en fait, c'est le service qui est mandaté. On a les travaux publics, services d'urbanisme, puis au niveau de la direction générale. Responsabilité municipale, c'est souvent l'employé ou la personne qui va être mandatée là, dans le service pour la réalisation du projet. On a les partenaires également, parce que c'est important dans la réalisation d'avoir des ressources externes. Fait que ça peut être des organismes, ça peut être des partenaires gouvernementaux, ça peut être des consultants. On va avoir également les indicateurs de suivi. Un indicateur de suivi, en fait, c'est que pour chaque option, on va avoir une mesure. On va être capable de dire cette option-là a été réalisée. On va avoir des exemples un peu plus loin. Pour la suite des choses, c'est sûr que le plan d'adaptation, on a fait une grille là, pour la présentation, une grille qui est un peu plus technique. Là. Je vous la présente, c'est que ça, c'est vraiment le gabarit de travail. Là. On voit là tous les éléments, on voit peut-être pas clairement. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous donner un petit peu plus de possibilités de. Vous voyez en haut, on voit la légende. Avec les aléas climatiques qu'on a mentionnés tout à l'heure. On a les priorités d'action qu'on a expliquées, puis les charges financières. On reviendra un petit peu tantôt sur les charges financières. Puis tous les éléments que je vous ai énumérés tantôt, on voit par exemple ici l'option d'adaptation au A10 avec le service, les composantes selon l'hierarchie d'actifs. On a l'événement climatique, on a les enjeux, vous expliquer, les options d'adaptation, puis tous les autres éléments qu'on a vus, là, les charges jusqu'aux indicateurs de suivi. Ça, c'est vraiment le gabarit original là, de travail. Si on poursuit, là, en fait, pour faciliter votre lecture, on a procédé à une modification de la présentation du plan. Ça va être un peu plus visuel, mais en bout de ligne, ça va donner les mêmes résultats d'interprétation. Si on regarde ici, par exemple, au niveau du plan, au lieu de mettre des chiffres ou des appellations numérotées en alphabétique, on va mettre des icônes. On va retrouver là, les éléments canicule, sécheresse, redoux, neige abondante, inondation, et puis pour les icônes que vous voyez là, présentement. On va voir également vent violent, la foudre, le verglas, les feux de forêt, les froids intenses et l'élévation de la mer. Ça, c'est tous les éléments climatiques qu'on a répertoriés qui sont susceptibles d'impacter les actifs municipaux. Là, je parle d'actifs municipaux parce qu'on va avoir des recoupements d'actifs dans des options d'adaptation. En première entrée de jeu, je vous énumère à peu près tout ce qu'il y a comme éléments d'actifs qui sont analysés puis qui ont des options. On a le réseau de collecte et de traitement des eaux usées. On a le réseau d'évacuation des eaux de pluie, le réseau d'approvisionnement et de distribution en eau potable. On a les bâtiments municipaux, les parcs et espaces verts, réseau électrique et de communication, réseau de transport. Puis on a aussi les autres services municipaux qui représentent là, des prestations des employés. C'est des services là, de première ligne, comme les mesures d'urgence, par exemple. Au niveau des options d'adaptation, là, on ne voit pas très clairement. Je vais essayer de vous éclairer un peu. En fait, au niveau des actifs municipaux, tous les actifs, en fait, on a trouvé des options qui vont venir répondre à tous les actifs là, qui sont en place. Comme par exemple, l'acquisition d'outils de gestion que la municipalité est en train de réaliser. C'est qu'on va avoir des modules de gestion qui vont nous permettre d'avoir un suivi dans le temps des actifs municipaux. On parle de suivi au niveau de la qualité, au niveau de l'entretien. Et puis, ça s'applique là, dans toutes les situations d'événements climatiques. En fait, ça devient des outils de base. Si on regarde au niveau, là, par exemple, des outils de gestion, les avantages qu'on peut y voir, c'est que ça nous permet d'avoir une gestion actuelle des inventaires, ce qu'on n'a pas quand on n'a pas ces systèmes-là. Ça nous permet d'avoir une prévision, de faire des projections si on a, par exemple, de l'entretien ou des réparations. Ça génère nécessairement des économies de temps aux employés. Puis au niveau des requêtes citoyennes, par exemple, c'est que ça permet d'avoir un suivi dans le temps, là, puis bien enregistré dans un système. Les demandes, par exemple, les demandes de permis, les plaintes. Lorsqu'il y a une plainte, on est capable de suivre l'évolution dans le temps, la réponse aux citoyens. Donc ça, c'est le gros avantage. Au niveau aussi là, de l'intégration de tous les outils qu'on va utiliser, en fait, vont nous permettre d'avoir des données, puis tous les entretiens préventifs terrain vont être intégrés dans ces systèmes-là.
En fait, ça va permettre à l'employé d'avoir des routes d'inspection, puis d'aller vérifier les éléments d'actifs là, dans une période de l'année. Par exemple, les ponceaux, ils pourraient faire des inspections plus à l'automne, en prévision là, des coups d'eau du printemps. Ça nous permet aussi également d'avoir un roulement dans les équipements, puis de faire les réparations avant qu'un événement arrive. On voit ici les brises imprévues vont être nécessairement en baisse quand on a un meilleur entretien. Au niveau des coûts également, ça devient des coûts moins élevés. Ça nous permet aussi une planification dans le temps. C'est dans 2, 3, 4, 5 ans, quel investissement je vais faire dans mes actifs, le montant que je vais immobiliser telle année, parce que chaque actif a une durée de vie. Ça fait un meilleur retour sur l'investissement. Également, pour tous les actifs, là, on voit ici là, que ça regroupe les infrastructures de bâti, les parcs et espaces verts. On a aussi l'application des normes BNQ, là, les normes du Québec, au niveau là, des règles dans les plans et devis. Ça s'applique déjà, mais au niveau là, des appels d'offres, c'est une chose quand même qui est importante à inscrire dans les exigences là, de ceux qui soumettent là, des devis. On a également la formation des employés aux mesures d'atténuation. Ça, au niveau, par exemple, là, du plan de mesure d'urgence, puis des interventions, ça permet aux employés d'être mieux outillés, puis ça évite aussi du stress sur la santé du travailleur. Fait que pour cette partie-là des actifs, on en a une autre série aussi pour les actifs municipaux au niveau là, de tous les actifs où on regarde le bâti, on parle de même groupe d'actifs. C'est qu'au niveau là, des pluies diluviennes, des inondations, puis au niveau de la montée des eaux, on a 2 études qui sont à venir. Il y en a une qui parle surtout de la rivière Saguenay, les impacts que les montées des eaux marines pourraient avoir sur le bâti, puis les infrastructures. Puis cette étude-là n'est pas encore démarrée, mais on prévoit peut-être dans les 2-3 années à venir d'en démarrer une. En fait, ça nous permet de faire des projections des conséquences sur les actifs, puis une meilleure planification des travaux préventifs et de réaménagement. C'est parce qu'il va y avoir des actifs comme le quai, par exemple, à l'Anse-Saint-Jean. Il peut y avoir des travaux préventifs qui vont nous empêcher peut-être d'avoir des problèmes d'intégrité des équipements. Il peut y avoir aussi des réaménagements. Il y a certains équipements qui peuvent, dans le temps, dans 10, 15, 20 ans, être réaménagés dans un autre secteur. Fait qu'une étude comme ça nous permet de déterminer ces actions-là. Puis aussi, ça nous donne une certaine réflexion sur une révision peut-être des règles de construction. C'est sûr que quand tu près d'une rive, là, il y a beaucoup d'érosion, donc ça pourrait peut-être aider à prévoir des travaux d'atténuation. Il y a l'étude sur le comportement de la rivière Saint-Jean qui est actuellement en cours. C'est un travail avec un projet avec l'Université du Québec à Chicoutimi. En fait, cette étude-là va nous faire une projection des conséquences des précipitations en augmentation au niveau de la rivière. Parce qu'une rivière, c'est dynamique, ça se modifie dans le temps. De savoir qu'est-ce qui s'en vient dans 10-15 ans avec les cartes satellites, les données précipitations qu'on prévoit dans l'avenir, on est capable de nous éclairer un peu. Par exemple, dans une section de la rivière, est-ce que c'est préférable d'empêcher la construction dans certains secteurs en prévention justement d'une possibilité que dans le futur, qu'il y ait des inondations. Cette étude-là pourra aider à nous éclairer là-dessus. Cette étude-là est d'ailleurs subventionnée par le gouvernement du Québec. Et la municipalité contribue également. Il va y avoir également un positionnement sur la limitation des aménagements dans les zones de contrainte. C'est un peu suite à l'étude. Ça nous permet d'éviter les problématiques futures. Ça permet une meilleure résilience, puis aussi une pérennité des actifs. C'est certain que les zones de contrainte, suite à l'étude, on va peut-être avoir des modifications. Ça peut arriver qu'il y ait des modifications au niveau de l'aménagement. Si on est déterminé qu'il y a des zones qui sont très à risque. Fait que, il va y avoir une réflexion là, qui va se faire à ce niveau-là. Au niveau des bâtiments municipaux, si on parle de catégories plus spécifiques, il va y avoir trois options qui sont suggérées. C'est toutes des options, par exemple, de rénovation, dont la mise à niveau de l'enveloppe thermique des bâtiments. On a des bâtiments qui sont assez âgés. Fait que ça nous permet de faire des économies au niveau de la facture d'électricité. Pour le confort au niveau des utilisateurs, des employés, puis aussi au niveau de la pérennité du bâti. C'est sûr que quand on a de la condensation dans les murs ou au niveau de la toiture, ben ça peut dégrader un bâtiment.
Il y a également une option au niveau de la ventilation puis conditionnement de l'air par rapport là, aux canicules, on voit ici, là, et puis les vagues de froid. C'est certain qu'au niveau là, du confort, puis au niveau, par exemple, là, on parle de pandémie, c'est ainsi beaucoup, c'est qu'une circulation d'air qui est adéquate peut aider là, à maintenir santé et sécurité. Il y a aussi mise à niveau de la superstructure. On parle plus de la toiture au niveau de la neige abondante puis des pluies, là. En fait, il y a des rehaussements à faire à ce niveau-là, empêcher surtout l'infiltration d'eau, puis la capacité de charge. Puis on a de plus en plus des hivers neigeux. Et puis au niveau des pluies également, on a des pluies diluviennes, là, puis on a des vents jumelés à ça, ce qui fait que les enveloppes au niveau de la toiture, ça faut que ça soit mis à jour. Il y a le réseau électrique et de communication. En fait, il y a deux options qu'on propose, surtout au niveau du rehaussement de la fiabilité du réseau cellulaire et Internet. On sait qu'il y a beaucoup de pannes d'électricité. On en a eu encore cette semaine. Au niveau de, par exemple, l'amplificateur de Bell, quand on perd l'électricité, on perd une partie du réseau. Fait que l'avantage là d'installer, peut demander par exemple d'installer des génératrices pour justement permettre au réseau de fonctionner. Ça nous permet d'avoir une couverture plus complète, fiable sur le territoire en tout temps pour les citoyens. Puis ça nous donne aussi une cohérence à la communication là, en situation d'urgence. Il y a l'option aussi rehaussement de la fiabilité du réseau électrique. En fait, on est dans une zone forestière. C'est certain qu'au niveau de l'Hydro-Québec, il y a beaucoup d'entretien à faire puis de prévention au niveau du dégagement des arbres à risque. Ça, il y a peut-être un travail à faire de chien de garde un peu parce que Hydro-Québec, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais compte tenu du nombre de pannes électriques qu'on connaît, ben ça serait, en tout cas, c'est une option de mettre tout le temps une certaine pression pour que les entretiens soient faits. Au niveau d'un réseau d'approvisionnement de distribution en eau potable maintenant, je vais me prendre un petit peu douce. C'est qu'on a quatre options d'adaptation qu'on a retenues. Ça vaut surtout au niveau des canicules et des sécheresses pour ce qui est de l'eau potable. On a également au niveau là, des froids, puis au niveau des inondations. Si on regarde par exemple au niveau de la protocole de surveillance de conformité de qualité physico-chimique de l'eau potable, ça se fait déjà. Mais il va falloir avoir une adaptation plus particulière parce que le réchauffement va apporter nécessairement une dégradation au niveau de la qualité de l'eau. Ce qui fait que ça va demander là, un suivi, une assurance qualité assez serrée. Et puis un arrimage avec les exigences de la santé publique. On préconise également des campagnes de sensibilisation d'économie d'eau parce qu'avec les sécheresses de plus en plus récurrentes, ben les pluies, l'utilisation d'eau va être plus grande. Puis au niveau des pluies, il peut y avoir des impacts au niveau de la disponibilité. En fait, l'avantage qu'on peut en retirer, c'est que ça va nous permettre d'avoir une disponibilité de volume d'eau potable suffisant. Au niveau du débit, autant de la pression d'eau. Et puis, au niveau aussi des incendies, sécurité des incendies, ça a des impacts. C'est sûr, avec un débit, avec une sécheresse, avec un débit d'eau moins élevé, ben, au niveau là, des incendies, ça peut être problématique. On a également l'application des normes qu'on a parlé un peu plus tôt. Surtout au niveau des conduites d'eau, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de bris de conduite l'hiver à cause du gel et du dégel. Fait que c'est des options qu'on devra s'attarder au niveau surtout là, des réparations, au niveau des devis. On a également une chose qu'on n'a pas acquise encore, c'est une réserve d'eau potable en cas de sinistre ou de mesure d'urgence. C'est en fait, l'avantage qu'on pense de retirer là-dessus, c'est d'avoir une réserve d'eau en situation d'urgence, surtout pour approvisionner l'approvisionnement de base en eau potable pour les citoyens. Ça vaut surtout en période de sécheresse ou en cas d'inondation. On a déjà vécu un sinistre des lieux du Saguenay, puis on sait qu'à ce moment-là, l'approvisionnement d'eau était problématique. Au niveau des réseaux d'évacuation des eaux de pluie, ce qui circule sur les routes un peu partout, l'eau en surface, on a 4 options d'adaptation qu'on a analysées, surtout en regard des inondations puis des pluies diluviennes, puis aussi également pour ce qui est des foins intenses pour les ponceaux, puis les redoux hivernaux. Le petit icône ici, ça, c'est les redoux hivernaux qu'on voit en haut. On a une étude là, sur la gestion des eaux pluviales du village alpin qui a été déposée là, au ministère de l'Environnement au fond vert.
En fait, cette étude-là, on a des problématiques actuellement au niveau d'écoulement des eaux de surface là, dans le secteur du Moindre-Édouard, le secteur alpin. Et puis, cette étude va faire un peu l'éclairage sur les problématiques qu'on vit là, au niveau de l'écoulement. On a de l'érosion, on a des débordements de ponceaux. C'est problématique. Puis également, l'avantage qu'on pense de retirer d'une étude semblable, c'est que ça va nous permettre d'optimiser la planification du domaine villégiature. Ça va nous permettre de situer les routes, situer le quartier, puis aussi également d'appliquer des travaux correctifs. C'est ce qui existe déjà. On sait qu'il y a le secteur qui est déjà construit. Là. On pourra éventuellement faire les correctifs là, pour régulariser ça. On a aussi des mesures incitatives à l'aménagement de puits et de captation des eaux de pluie. Ça, c'est surtout pour les pluies diluviennes puis les inondations. C'est sûr qu'on peut essayer, l'avantage, ça serait d'alléger l'apport d'eau dans le réseau municipal. Puis l'écoulement des eaux près des résidences. Il existe là, des mesures comme par exemple l'installation de puits de captation d'eau ou des bassins là, de captation des eaux de pluie. Ça permet là, de retenir l'eau en surface près des terrains au lieu que ça s'écoule dans le réseau municipal. Puis souvent, ça va faire déborder les fossés. On a également l'identification, l'intégration des zones de débordement pluvial. En fait, c'est d'identifier les zones vulnérables. On a des secteurs là, où est-ce qu'il y a des débordements. Puis en faisant l'identification, puis en ciblant les actifs qui ont des problématiques, là, les ponceaux puis les fossés, ça nous permet à chaque année de faire des suivis, des travaux préventifs, puis envisager certains travaux, par exemple, là, augmenter le diamètre là, de certains ponceaux. On a l'appréciation des mesures de redressement et d'atténuation en zone vulnérable. En fait, c'est des applications. C'est sûr qu'il y a des mesures de redressement qui peuvent être installées là, au niveau de la maintenance du réseau, adaptées aux nouvelles normes. C'est sûr que le pluvial, là, je pense, c'est peut-être l'actif là, qui est le plus impacté là, actuellement. On a également au niveau de la réseau de collecte et de traitement des eaux usées. On prévoit au niveau, là, surtout au niveau, par exemple, la surveillance dans les options d'adaptation, la surveillance dans la capacité de traitement des étangs d'aération, parce qu'on va avoir le nouveau système d'épuration qui va rentrer en fonction d'ici 1 an ou 2. C'est qu'il va y avoir nécessairement au niveau des chaleurs, il va y avoir une surveillance accrue à faire au niveau de l'oxygénation des champs d'épuration. Fait que ça, c'est une option d'adaptation qui va avoir un suivi, une assurance de suivi qui va être faite, puis le respect des normes. Ça fait partie des mesures. On a aussi toujours l'application des normes BNQ là, dans les conduites de collecte. Surtout au niveau du gel et du dégel, on sait que les routes où est-ce que les conduites sont installées, il y a beaucoup de bris. On parle de la même chose pour au niveau de l'eau potable. Il va y avoir également une surveillance, on prévoit une surveillance de la qualité de l'eau des cours d'eau à proximité. C'est sûr que lorsqu'il y a des inondations, des pluies diluviennes dans les champs d'épuration, il peut y avoir des surverses. Fait que c'est sûr qu'il y a une surveillance à faire au niveau du réseau. Si on continue également au niveau du réseau routier, il y a des travaux de consolidation et dans les zones d'érosion à proximité de l'infrastructure. On sait que la rue Saint-Jean-Baptiste, par exemple, est située près de la rivière, le long de la rivière. Fait que c'est sujet à avoir d'érosion. Fait que il y a quand même une attention particulière à avoir dans cette zone-là. Fait qu'en fait, c'est pour avantager la pérennité du réseau routier, puis au niveau du coût de remplacement également. Fait que ces travaux d'érosion-là vont permettre de diminuer les coûts puis les dégâts. Il y a l'application tout le temps des normes BNQ dans les devis et la mise à niveau. C'est un peu l'équivalent là, de ce qu'on disait tantôt. C'est surtout au niveau du coût des réparations, diminution des coûts de réparation, au niveau moins d'altération de nid de poule, par exemple, ou de déformation de la route. Puis ça maximise aussi le temps des employés. C'est sûr, quand on fait de l'entretien, puis on fait des normes plus élevées, l'entretien est plus facile, donc les employés peuvent vaquer à d'autres travaux. Je vais terminer pour l'ébauche, les autres services municipaux. En fait, on va parler des prestations des employés puis les mesures d'urgence.
Vous voyez ici, on a 3 mesures d'adaptation, 3 options d'adaptation. On a l'encouragement au télétravail qui se fait déjà par la force des choses, par la pandémie. C'est une option qui est envisagée aussi pour plusieurs événements, par exemple lors de tempêtes de neige. Ce qui est avantageux, c'est que ça facilite en fait, c'est facilitant pour les employés, puis en même temps, mais c'est écologique, les gens n'ont pas à prendre leur voiture. Il y a également la création d'un comité aviseur d'adaptation au changement climatique qui est prévu. Ce comité-là, en fait, c'est un peu le chien de garde là, du plan d'adaptation qu'on discute ce soir, que je vous présente ce soir. Le comité, là, en fait, son rôle, ça va être de motivateur pour la mise en œuvre du plan, pour qu'il soit viable, pour pas qu'il soit délaissé. Ils vont être éclaireurs de solutions, d'adaptation. Il va y avoir un comité qui va être quand même composé de plusieurs représentants là, du milieu, les organismes. Il va y avoir également un élu municipal. Il va y avoir des représentants un peu de plusieurs groupes là, représentatifs de la municipalité. Au niveau de l'option d'adaptation, au niveau des mesures d'urgence aussi, on a l'aire d'accueil là qu'on a pensé de faire un aire d'accueil pour les personnes plus âgées puis les personnes vulnérables. Par exemple, la petite école là, lors des canicules. Les avantages, ça va donner une zone de confort pour ces personnes-là. On a, je pense que c'est la dernière là, de l'ébauche. En fait, on a un autre aussi option qu'on parle d'abonnement au système national d'alerte et d'urgence du gouvernement du Canada. C'est sûr que c'est un système qui est en train d'être installé. Je pense que la MRC travaille avec ça, avec la municipalité. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on va avoir une annonce, une alerte lorsqu'il peut y avoir un des sinistres que vous voyez, un des événements climatiques qui peut amener un sinistre à la municipalité. Ça va éviter aussi l'atteinte à la sécurité et à la santé des gens. Sachant, en ayant une alerte plus rapide, on est en mode de réaction, donc on a moins de chances d'être impacté. On a également une révision puis une bonification du processus d'intervention du plan de mesures d'urgence. On a quand même un bon plan de mesures d'urgence à l'Anse-Saint-Jean, mais comparativement par rapport à ce qui s'en vient au niveau des événements climatiques, on pense qu'une meilleure préparation face au sinistre serait de rigueur. Par exemple, on pourrait ajouter un plan d'évacuation en cas de sinistre. On sait qu'ici à Lens, si jamais la route Saint-Jean-Baptiste est impraticable ou Laurent-Saint-Thomas, qu'est-ce qu'on fait des gens? Ça peut être des préparations ou des réactions qu'on peut inscrire dans le plan de mesures d'urgence. En fait, on a fait un tour assez général là, de l'ébauche du plan. Il n'est pas final. Là. Il va y avoir encore à travailler beaucoup au niveau des échéanciers et puis au niveau des coûts également. C'est de suivre un peu ce qui va se passer. Les élus vont être reconsultés à nouveau. Et puis, on va avoir un positionnement à faire d'ici début décembre pour, en principe, l'adoption. Là, je vous mets ici, dans cette page, vraiment tous les partenaires qui peuvent contribuer à l'avancement du plan. C'est tous des partenaires qui sont déjà, ils ont déjà des affinités avec la municipalité. Là, vous les voyez tous. Là. Autant les MRC, les ministères des Transports, on a des représentants de plusieurs niveaux, institutionnels comme l'UQAC, les organismes là, communautaires comme l'OBV, l'organisme de bassin versant de Saguenay, ZIP. La SADC également nous a à l'œil au niveau d'aide et développement des collectivités. Les gouvernements des 2 paliers, du Canada et du Québec. Puis la Fédération canadienne des municipalités qui est quand même importante parce qu'on a déjà 2 projets qu'on a déposés à leur égard là, pour mon embauche pour ce projet de débauche, de plan. Et puis, on a un projet également qui est déposé pour les actifs municipaux. Pour ce qui est de la suite là, des choses, en fait, là, vous allez voir où ce qu'on est rendu. On est vraiment à la présentation de l'ébauche du plan avec la consultation de ce soir. Les employés ont été rencontrés récemment ainsi que les élus. Par la suite, on va avoir une période là, de correction post-consultation. En fait, tous les commentaires qu'on va avoir eus sur le sondage du site Internet, les commentaires de ce soir, et puis les autres rencontres avec la direction, les employés et puis les élus. On va terminer le mois de décembre, en principe, avec un plan officiel qu'on va présenter aux élus municipaux pour adoption, en principe, le 7 décembre.
Fait que, si tout va rondement, ça devrait se concrétiser. Puis à partir de janvier, bien, le plan va être établi avec on va avoir des priorités 2021 là, qu'on va avoir à regarder d'ici début décembre. Donc, on va avoir un premier plan pour l'année 2021 qui va être applicable. Bon, moi, je ne sais pas s'il y avait des questions, toi, Annick, pas pour le moment. Je reviendrai un peu sur le sondage. On a eu la conclusion du sondage. En tout cas, on a eu 42 répondants au sondage en ligne. On aurait souhaité un peu plus, mais compte tenu de la population quand même de l'Anse-Saint-Jean qui est de 1200, c'est quand même bien. Mais on vous invite à poursuivre hein, la réponse au sondage parce qu'il va être en ligne encore au moins une quinzaine de jours. Fait que vous êtes invités là, à participer. Pour résumer le sondage, en fait, vous voyez ici, là, c'est tous majeurs, ceux qui ont répondu sur les 42. Pour ce qui est des résidents de l'Anse, on a 83% qui sont de l'Anse-Saint-Jean, puis le reste, ben, c'est des gens ailleurs que l'Anse. On a à l'année, on en a 77%, puis saisonnier 7%. On a quand même, les 16%, ça correspond à ceux qui ne sont pas résidents. Les groupes représentés, si on regarde ici, là, au niveau des citoyens et des travailleurs, moi, je les mettrais ensemble parce qu'en fait, il y en aurait 19 là, citoyens. Les autres, c'est toutes des représentations d'organisations ou de milieux des affaires institutionnelles, professionnelles et autres, pour un total de 42. On a également le niveau des diplomations. Beaucoup d'universitaires. C'est sûr que le sondage est quand même assez long à compléter. Là. Ça demandait d'une assiduité. Puis, c'est sûr que l'objectif, dans un premier temps, c'était surtout de sensibiliser les citoyens au plan d'adaptation, puis en même temps de faire connaître le plan, puis d'avoir leur opinion, puis leur idée aussi au niveau du plan, parce que dans le sondage, on a toujours place à répondre des questions ou des réponses, une boîte là qui nous permet de faire nos commentaires. Il y a une question qui a été posée également, c'est selon vous est-ce que les changements climatiques représentent, la ville doit s'occuper des changements climatiques? Bien, tout le monde était d'accord sur les 42. Lorsqu'on posait la question sur les événements les plus observables, les événements climatiques les plus observables, on voit ici là, par ordre, là, les gens ont majoritairement répondu là, que tous les éléments qu'on voit ici là, sont des éléments à impact là, qui sont observables. En fait, là, toutes les réponses sont bonnes, mais la meilleure réponse était la réponse, toutes les réponses de 1 à 7. En fait, tout ce que vous voyez ici. Au niveau, on demandait si les gens étaient d'accord pour la création d'un comité aviseur et consultatif. Là. La majorité ont répondu oui. Il y en a 2 qui ont répondu négativement. On a demandé également aux citoyens s'ils étaient d'accord que la municipalité investisse là, dans la réalisation du plan, les options d'adaptation, selon les capacités financières. Puis majoritairement, 41 ont répondu oui. Puis une personne a répondu non. C'est sûr que ces chiffres-là, c'est des données partielles parce qu'on a eu seulement que les résultats hier matin, mais on va vous présenter les résultats finaux là, dans les prochaines semaines avec tous les paramètres qu'on a pu en retirer. Donc, la présentation serait terminée. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Là. Je ne sais pas si ça a paru un peu lourd, mais en tout cas, c'est en gros le plan qu'on propose aux citoyens. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on va mettre sur le site Internet la présentation de ce soir. Vous pourrez le consulter. Si jamais vous avez des questions sur quel que soit l'élément de présentation, n'hésitez pas là, à nous écrire ou à nous appeler. On va être là pour vous répondre. Et puis, c'est de suivre aussi l'actualité parce que régulièrement, on met des indications là, de présentation ou des documents. Ça vous permet d'être à la page là, sur l'avancement. Moi, je termine cette présentation de cette façon. Ben, je vous remercie surtout là, de votre participation. Puis, en tout cas, en espérant que l'avenir sera positif là, pour l'installation de ces mesures-là. Passez une belle fin de soirée. Peut-être, M. le maire, si vous avez à ajouter. Oui, je vous laisse parler, M. le maire. Juste pour te dire, les gens, merci infiniment.
Je vois que c'est un travail vraiment colossal là, que tu as fait. C'est un ébauche de plan, mais en même temps, il me semble assez complet. Alors, j'invite les citoyens et citoyennes, là, comme tu viens de le faire, peut-être à nous communiquer s'ils ont des commentaires ou des questions, on est là pour répondre. S'il y en a aussi qui veulent compléter peut-être le questionnaire, ça pourrait être utile d'avoir aussi vos réponses. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.